Dans ma vie, j'ai eu 3 fois le cours de mécanique des milieux continus. J'ai appris 3 fois les mêmes équations, j'ai fait 3 fois les mêmes exercices types, et si je suis tout à fait honnête, j'ai pas encore tout compris. Peut-être que c'est parce que je suis bête, peut-être. Ou alors c'est juste que... T'es mauvais! Le fait est que quand j'en discute autour de moi, j'ai pas l'impression d'être le seul à avoir rien compris. Et si vous avez déjà été dans une classe et que vous êtes un tout petit peu honnête avec vous-même, des fois on a vraiment l'impression qu'il y a que le PU qui est en train de faire son cours, qui comprend ce qui se passe. Et le reste du monde passe un mauvais moment ou fait de l'associatif sur son ordi. Peut-être que c'est triste que personne ne comprenne rien. À mon avis, c'est pas possible que tout le monde soit débile. Il doit y avoir un souci de la façon dont on enseigne la mécanique des milieux continus. Donc aujourd'hui, je vous propose une approche un petit peu plus génémécanique. On va partir de notions que vous devriez connaître et on va essayer de construire comme ça la mécanique des milieux continus, ensemble, dans la bonne humeur. Je vous écoute. Mais avant tout, pour les malheureux qui sont là et qui savent pas de quoi on parle, qu'est-ce que c'est la MMC ou la mécanique des milieux continus? La mécanique des milieux continus, c'est la discipline qui cherche à comprendre le comportement des solides à un niveau mésoscopique. C'est basé sur les axiomes de la relativité classique, non relativiste, mais c'est quand même nettement plus riche grâce à une forte relation entre la théorie et le développement d'outils numériques. Bon, maintenant que j'ai cité le truc d'Intello, on peut vraiment se dire ce que c'est. C'est ce qui permet de sortir les cartes de couleurs sur les logiciels de modélisation. Voilà, c'est quand même plus simple. En prépa, y en a pas. Et non, puisqu'il faut apprendre la différence entre un diagramme des exigences et un diagramme de définition des blocs. Et que ça, c'est beaucoup plus intéressant. En BUT, on en fait un peu. Vraiment incroyable le programme de GMP dans mon top tier des programmes de SI. Mais là où il y en a vraiment, c'est soit en école d'ingé, soit en master, si vous faites de la méca. Bon après, il n'y a pas d'obligation à faire de la mécanique, hein, mais faites quand même de la méca. Et le reste du monde s'en carre le cul. Vague de désabonnement. Dans tous les cas, si vous avez eu de la MMC à l'école, on a eu le même cours. Je le sais parce que, déjà, a priori, votre cours de MMC, il ressemble à un cours de MMC. Et que pour les besoins de cette vidéo, j'ai lu tous les cours de MMC disponibles sur Internet, et c'est tous les mêmes. Ça commence avec un chapitre affreux sur le calcul tensoriel. C'est là que tout le monde dans la salle comprend qu'il va se faire fumer pour le reste de l'UE. Et vient ensuite la cinématique des milieux continus, le torseur des contraintes, la relation de comportement, les critères, les exemples classiques. Et si vous avez de la chance, vous avez le droit à la thermoplasticité et à l'approche variationnelle. La chance! Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Tout à fait sincèrement, ce plan il est d'une justesse mathématique exemplaire. C'est très rigoureux, c'est très mathématique, c'est tout à fait dans le jeu de la tradition française en mécanique des milieux continus. Si Navier ou Laplace était là, il trouverait ce plan super, mais il n'est pas Navier qui veut. Et si on compare avec tout ce que tu as eu dans ta scolarité jusque-là, là c'est beaucoup moins glorieux. Parce que random élève qui arrive devant ça, au mieux, il a déjà fait de la théorie des poutres et il sait se servir d'une matrice. Au pire, il voit vaguement ce que c'est qu'un ressort et il sait pas du tout ce que c'est qu'une matrice. Donc c'est pas très étonnant qu'il y ait un petit peu d'accrochage. Je vous propose donc une introduction à la mécanique des milieux continus, avec le moins de maths possible et le plus de petits dessins possible, pour essayer de comprendre ça tranquillement. Je vous écoute avec attention. Ok, alors déjà, partons de ce qu'on connaît. Une poutre. Bien sûr, dans le lot des gens qui regardent, il y en a qui vont avoir fait psy, et donc vous n'avez pas fait de RDM, parce que le programme de SI en psy, il est... En même temps, ça pourrait être des MP. Hein. Une poutre, c'est 3 choses. Une abscisse curviligne, une section, un matériau. C'est un élément 1D qui n'existe que selon son axe, son abscisse curviligne. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu une poutre, dites-vous qu'en gros, c'est un ressort avec une section. Non mais attendez, mais il est moche ce dessin. Sérieux, on est en 2026, n'importe quelle IA peut faire mieux que ça en 30 secondes. Il serait peut-être temps de se mettre à niveau, non? Un petit peu d'ambition, bordel de merde. Reprenons. En général, l'abscisse curviligne, elle est collinéaire à X. Comme ça, c'est facile, mais il n'y a pas d'obligation. Vous pourriez croiser quelqu'un qui vous propose une abscisse curviligne hélicoïdale pour retrouver, à partir de la théorie des poutres, le comportement macroscopique d'un ressort. Dans ce cas-là, je vous conseille d'accompagner cette personne, parce que soit elle se veut du mal, soit elle vous veut du mal. Revenons aux poutres. Donc, sur notre poutre, on peut mettre plusieurs chargements. Le plus facile, c'est la traction-compression. C'est collinéaire à l'axe X, et ça vient comme ça écraser ou étirer notre poutre. Et il y a aussi les efforts tranchants, donc selon les deux axes qui sont collinéaires à notre abscisse curviligne. Avec la théorie des poutres, on peut déjà faire plein de trucs. Tous les ponts de Paris, la tour Eiffel, et globalement tout ce qui tient encore et qui a été fabriqué entre 1800 et 1950, ça a été dimensionné comme ça. Franchement, la théorie des poutres, c'est super. Mais des fois, on veut modéliser des choses un peu moins élancées et un petit peu plus trapues, et dans ce cas-là, il va vraiment falloir passer d'un élément 1D à un élément 3D. Pour passer d'un élément 1D à un élément 3D, le plus simple, c'est encore de prendre 3 éléments 1D et de les mettre orthogonaux les uns aux autres. Et pouf, voilà, magie, ça fait des choquins d'éléments 3D. Bon, là comme ça, c'est pas renversant. On va raccourcir un peu tout ça pour avoir un joli cube. Ensuite, je vous propose qu'on garde les mêmes contraintes que tout à l'heure, mais au lieu de les exprimer en résultantes, on va les exprimer en pression.
Ce sera vachement plus simple parce que la pression est indépendante de la taille de la section, et donc on pourra exprimer le même chargement dans la matière, quelle que soit la dimension de notre petit cube. En plus, on sent que ça a plus de sens physique, parce que dans la vraie vie, une force, elle s'exerce sur une région, et c'est pas juste un élément ponctuel sur un point. Regardez par exemple, si je prends un truc, bon, si j'appuie avec mon doigt sur le truc, c'est bien tout le bout de mon doigt qui appuie sur toute une zone du truc, et c'est pas juste un atome de mon doigt qui appuie sur un atome du truc. Repartons de notre chargement selon X, c'était N. Bon, comme on est passé en pression, on va lui changer de nom, et il va plus s'appeler N, maintenant il va s'appeler sigma X, parce que c'est une pression. On a pareil selon les axes Y et Z, avec sigma Y et sigma Z. Si on veut écrire les trois chargements sur cette face en même temps, on va pouvoir ranger tout ça dans un joli vecteur. Et on recommence. Vous vous doutez qu'on peut faire pareil sur les faces qui sont orthogonales aux axes Y et aux axes Z. Pour la face orthogonale à Y d'abord, on aura le chargement qui est selon Y, donc sigma Y, puis on aura le chargement selon X, sigma X, et le chargement selon Z, sigma Z. Comme les autres chargements, on peut les ranger dans un joli petit vecteur qui exprime les chargements sur cette face. C'est pas mal, mais là on a un petit problème. Les contraintes, elles ont le même nom pour les deux faces, sigma X, sigma Y, sigma Z. C'est pas très pratique. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit indice qui va nous permettre de distinguer sur quelle face on travaille. Donc par exemple, le sigma X de la face orthogonale à X, il va devenir sigma XX, le sigma Y, sigma YX, et le sigma Z, sigma ZX. Et selon la face orthogonale à Y, on aura sigma XY, sigma YY et sigma ZY. Sur la face orthogonale à Z, on va avoir, vous vous en doutez, sigma XZ, sigma YZ et sigma ZZ. Voilà, on a le chargement sur toutes les faces, on a refait le schéma de Wikipédia. Bravo. Et maintenant, pour pas avoir s'embêter avec trois vecteurs, on va ranger tout ça dans un même tableau. Et bravo, vous venez de construire sigma, le tenseur des contraintes. Et c'est pas fini. Si on veut que notre petit cube il soit à l'équilibre, normalement, on est tous d'accord pour dire que l'accélération doit être nulle. Et si on fait un petit PFS en moment selon toutes les faces, on se rend compte que si on veut pas que ça se mette à tourner, selon l'axe X par exemple, il faut que sigma YZ soit égal à sigma ZY. Et c'est pareil pour les axes Y et Z. On a sigma ZX qui va être égal à sigma XZ et sigma YX qui va être égal à sigma XY. Donc en plus, le tenseur de contrainte, il est symétrique. Rapide aparté sur le terme tenseur. Vous avez vu, on a écrit un tableau de nombres qui ressemble à une matrice, et pourtant j'ai appelé ça un tenseur. Bon, un tenseur et une matrice, c'est pas tout à fait la même chose. Un tenseur, c'est un outil qui est un peu plus riche, qui peut avoir plus de dimensions qu'une matrice qui est que de dimension 2, et un tenseur, c'est particulièrement adapté pour parler de champs vectoriels, et donc c'est très utilisé et en mécanique des milieux continus, et en relativité générale ou restreinte. Mais si on est honnête, la majorité du temps, vous allez utiliser vos tenseurs comme des matrices. C'est nul! Les propriétés tensorielles, on les utilise surtout pour tout ce qui est démo, mais en pratique, on résout tout avec des matrices parce que les ordinateurs, ça aime vraiment beaucoup les matrices, et pour résoudre un problème de mécanique des milieux continus, on aime beaucoup les ordinateurs. Donc on peut se dire qu'une matrice, un tenseur d'ordre 2, c'est pas tout à fait vrai. Et on utilisera tout le temps des matrices. Mais par habitude, et qu'il faut quand même garder un peu de rigueur pour avoir l'air sérieux, on va continuer à appeler ça tenseur et pas matrice. Ceci étant dit, maintenant qu'on est tous au clair sur les contraintes et les tenseurs, passons aux déformations. Vous vous souvenez de la poutre et du passage de résultante en contrainte? On va faire pareil. Par exemple, on pourrait se dire que la face orthogonale à x de notre cube se déplace de x cm ou x mm. Le truc, c'est que c'est pas tout à fait pareil de se déplacer de 1 mm si au départ tu fais 1 mètre, ou se déplacer de 1 mm si au départ tu fais 1 mm. Donc on va pas parler en déplacement, on va parler en déformation. C'est le rapport entre la longueur finale sur la longueur initiale. Comme pour les contraintes, ça permet d'être indépendant de la dimension du petit cube. Et comme le torseur des contraintes, on peut construire le torseur des déformations en regardant ce qui se passe sur chaque face. Et comme ce serait compliqué que ce soit différent, le torseur des contraintes, il est aussi symétrique. Les plus vifs ont laissé un commentaire pour me dire « Ah quand même, peut-être pas à ce point. » Mais c'est vrai que si je prends mon cube et que je le déforme pour visualiser ce que ça représente epsilon YX, on voit bien que c'est pas la même chose que epsilon XY. Pourtant, si le tenseur de déformation était bien symétrique, epsilon XY et epsilon YX, ça devrait faire la même chose. Donc c'est bizarre. C'est parce qu'il y a une arnaque. En fait, je vous l'ai pas dit, mais là, on se place dans le cadre des petites perturbations. Et en petites perturbations, on utilise epsilon, qui est la partie symétrique du gradient de déformation, et cette partie symétrique du gradient de déformation, elle est symétrique.
Le problème des petites perturbations, c'est qu'en petites perturbations, on considère que la forme finale et la forme initiale, elles sont à peu près équivalentes. Donc faire un dessin de trucs qui sont censés être pareils, c'est pas super pratique pour les dessins. Mais ça n'empêche pas de comprendre le sens physique du tenseur des déformations epsilon. Et il faut pas croire que l'hypothèse des petites perturbations, c'est un truc tordu. C'est juste pas très photogénique. Est-ce qu'on est presque arrivé? Oui. C'est vrai? Non! On n'est plus si loin. Maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est le passage entre epsilon et sigma, parce que si je vous dis est-ce que ça casse si je déforme un peu ici, il faut être capable de passer des déformations aux contraintes pour savoir quelles contraintes on a en fonction de la déformation. Pareil, si je vous dis j'appuie fort là, comment ça se déforme, il faut être capable de passer des contraintes aux déformations. On va reprendre notre ressort. Encore. Au lycée et après, si vous avez fait de la physique plutôt que de la cuisine, dommage, c'est vachement plus sympa de bouffer des gâteaux que des ressorts. On vous a appris, forcé à apprendre, en ressort, sa loi de comportement c'était f est égal moins kx, avec k la raideur du ressort. Bah écoutez, truc de dingue, là c'est pareil. Mais non! Mais hasard de dingue! On peut fabriquer l'équivalent de la raideur du ressort pour passer de notre tenseur sigma à notre tenseur epsilon. Pour ça, on utilise un tenseur d'ordre 4 qui va s'appeler k, et on a sigma est égal à k epsilon, comme pour le ressort. K, c'est 36 constantes qu'il faut déterminer en faisant des essais. Combien? Sauf que tu te doutes que c'est pas vrai. Enfin si, c'est vrai, mais c'est la théorie. Dans la vraie vie, c'est un peu différent. Parce qu'en vrai, quand on a commencé à s'intéresser au comportement des matériaux, bah, les tenseurs, ça n'existait pas, et pourtant, on a quand même fait voler des avions et on a fabriqué des ponts. Et en plus, c'est pas très parlant, un tenseur d'ordre 4. Ok, alors déjà, dans un ressort, la constante de raideur K, elle est en newton par mètre. Nous, on a dit qu'on a utilisé des pressions et des déformations, alors il nous faut une raideur qui soit pas en newton par mètre, mais qui soit en newton par millimètre carré. Vous l'avez peut-être déjà croisé, ça s'appelle E, le module U. Si on écrase la matière selon l'axe X, par exemple, tout le monde se doute qu'on va avoir une déformation selon le même axe, et donc, pour écrire ça, on va écrire sigma xx est égal à E epsilon. Ça c'est pas mal, mais on a encore un petit souci. Si vous avez déjà vu une vidéo de Chinois qui forment des pièces Énorme! dans des conditions de sécurité bof, en tout cas ils portent pas tous les EPI. On se rend compte que quand on écrase de la matière selon un axe, ça déborde sur les côtés. La grandeur qui se traduit ce débordement, c'est le coefficient de Poisson nu. Si on reprend l'exemple précédent, on l'a dit, on aura du epsilon xx, mais on aura aussi du epsilon yy et du epsilon zz pour traduire ce débordement. Si on écrit les maths de ça, promis ce sera pas long, selon l'axe x, il se passe toujours la même chose, sigma xx est égal à E epsilon, et selon les axes y et z, on a le même déformation au coefficient de Poisson près. Il y a un moins parce que si d'un côté on écrase, bah de l'autre côté ça déborde. Il se passe la même chose selon toutes les faces, et donc à la fin, si tout est bien isotrope, homogène, on peut créer une petite formule qui va nous permettre de passer de sigma à epsilon, et qui fait intervenir que 2 grandeurs matériaux. Et 2 c'est quand même beaucoup mieux que 36. A noter qu'en général à l'école, on résout plutôt les problèmes dans l'autre sens, parce qu'à la main c'est plus simple de proposer un champ de déformation et de retomber comme ça sur la contrainte. Mais avec un ordinateur... On bat les couilles, frère. Donc on calcule sigma en connaissant epsilon, et donc pour ça on utilise 2 autres coefficients, qui sont les coefficients de Lamé, lambda et mu, et qui sont un peu plus commodes pour résoudre l'équation dans ce sens-là. Ça traduit exactement la même physique que le coefficient de Poisson avec le module Young, c'est juste que c'est plus adapté dans ce sens-là. Bon, là pour faire bien, il faudrait parler de comment on écrit le PFD en local. Le truc, c'est que c'est que des maths. Bon, c'est pas des maths super compliqués, mais vraiment trop la flemme de faire des maths. Peut-être dans un format vertical avec un Let's Play Subway Surfer en dessous, ça passerait mieux. Puis bon, il y a encore plein de choses qu'on n'a pas dit, mais bon, on va quand même pas remplacer un cours de 100 pages par 20 minutes de vidéo, donc vous m'excuserez les approximations et les raccourcis. À la place, on va plutôt discuter de ce qu'on fait des résultats. Parce que bon, c'est bien beau d'avoir fait plein de calculs, ou d'avoir une jolie carte de couleurs sur un logiciel d'éléments finis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se lit? Et surtout la seule question qui compte vraiment, est-ce que ça casse? Pour comprendre ça, on va Encore! partir d'un truc tout simple, un carambar. Parce que bon, les carambars, c'est quand même bien meilleur que les poutres. Si vous avez déjà consommé du carambar, normalement vous avez tiré dessus parce que... Pourquoi est-ce qu'on faisait ça? Et on se rend compte qu'à partir d'un moment, le carambar revient plus à sa forme initiale. S'ils ne reviennent pas à leur forme initiale, c'est parce qu'ils ont atteint ce qu'on appelle la limite élastique. La limite élastique, c'est une valeur de contrainte à partir de laquelle il y a eu déformation définitive. Ça s'appelle le passage de l'élasticité à la plasticité. Typiquement sur la vidéo de forgeage tout à l'heure, on dépasse la limite élastique.
Ce qu'il faut en général en mécanique, c'est pas dépasser cette valeur de limite élastique. Vous avez aussi le moment où votre carambar va rompre, et ça s'appelle la limite à rupture. Et là, il faut vraiment pas dépasser la limite à rupture, parce qu'après, c'est cassé. Donc, pour savoir si un carambar casse, ou une poutre casse, parce qu'en vrai, une poutre et un carambar, ça se modélise à peu près pareil, c'est super facile. Il suffit de regarder la contrainte dans la section, et vous comparez cette valeur de contrainte avec la limite élastique. Et si vous dépassez la valeur, Ça va péter. vous êtes hors barème. C'est super pratique parce qu'il n'y a qu'une valeur de contrainte à comparer avec qu'une seule valeur de limite élastique. Mais sur les éléments 3D, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'on l'a vu, sigma, c'est 6 valeurs. Et 6 valeurs à comparer avec une seule valeur, parce que regardez, mettons je prends un chargement super simple, genre ça. Comment est-ce que je fais pour savoir si ça casse ou si ça casse pas? Parce que, moi, a priori, comme ça, j'en sais rien. Et question annexe, comment je fais pour afficher ça de façon un peu sympa? Parce que dans un logiciel de simulation finie, votre logiciel, il va peut-être calculer des milliers, voire des millions de fois Des millions. une matrice comme ça. Et vous en conviendrez, c'est pas super pratique pour l'affichage des millions de matrices. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million? En fait, ce qu'il me faudrait, c'est une méthode pour passer de ce tenseur, avec 6 valeurs, à une seule valeur scalaire que je puisse comparer facilement avec ma limite élastique ou avec ma limite à rupture. Parce qu'encore une fois, quand on a commencé à utiliser la mécanique des milieux continus pour résoudre des problèmes, bon bah ça faisait 150 ans que les mecs ils bossaient pour déterminer des limites élastiques et des limites à rupture du plus de matériaux possible, donc si on pouvait éviter de mettre tout leur travail à la poubelle, ce serait bien. C'est pour ça que pendant tout le XXe siècle, il y a plein de mécaniciens qui se sont occupés à créer des critères qui permettent de passer du tenseur des contraintes sigma avec ses 6 valeurs à une seule valeur scalaire qui peut être comparée avec la limite élastique. La rockstar des critères, c'est von Mises, puisque c'est aujourd'hui celui qui est utilisé par défaut. Il y en a vraiment des pelles des critères, et en fonction du matériau que vous utilisez et de votre cas de chargement, vous n'allez pas utiliser le même. Et donc, dans un logiciel de simulation élément fini, on calcule le tenseur des contraintes pour chaque élément, et au lieu de vous afficher un tableau de nombres par élément, ce qui serait imbuvable, on calcule le critère, et comme ça on a une valeur scalaire, et comme ça on peut faire une très belle carte de couleur. Et c'est très très joli les cartes de couleur. Bon bah voilà, ça fait un joli petit tour de ce que c'est la MMC, non? Il y a encore des gens qui regardent là. On a vu comment était construit le tenseur des contraintes et de déformation, comment est-ce qu'on passait de l'un à l'autre, et surtout, qu'est-ce qu'on faisait une fois qu'on avait fait tout ça. Pas mal, non? Alors je précise que quand même tout ça, c'est surtout du sens physique. À mon avis, ça fait déjà la moitié du travail, mais il y a quand même un peu des maths derrière, et il faut savoir faire ces maths-là si vous faites de la MMC. Faites de la MMC. Bien sûr, je suis pas du tout rentré dans les détails, il y a plein de points que j'ai pas abordés, j'ai dit plein de trucs pas vraiment vulgarisants. Et si vous avez partiel de MMC la semaine prochaine, le mieux, c'est encore de refaire vos télés. Le point positif, c'est que des exercices faisables à la main en MMC, il y en a genre 5, donc vous avez rarement beaucoup de surprises sur ce sur quoi vous tombez. Si vous avez tenu jusque-là, bah franchement, abonnez-vous, parce que a priori ça vous intéresse. T'es un vrai fan de MMC. Si ça vous intéresse pas, soit vous êtes endormi, soit je sais vraiment pas ce que vous foutez là. N'hésitez pas de partager ça aux gens que ça pourrait intéresser, ça pourrait les intéresser. Je vous remercie de votre attention, et je vous dis à la prochaine fois, pour un truc encore plus excitant. Genre l'asservissement. Excitant l'asservissement. Moi je rêve de ça la nuit.